dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un thème industriel au cœur de la gestion d'actifs. Comment bâtir une stratégie IA? Nous en parlons avec Patrick Pensier, responsable data, digital, innovation de LBP AM. Bonsoir Patrick. Bonsoir, merci d'être là. Oui, la question c'est comment on se forge une conviction sur l'intérêt et la stratégie IA qu'on peut mettre en place dans une organisation comme LBPM. J'ai oublié de regarder, je voulais avoir les encours globaux de LBPM. Vous avez le chiffre en tête, voilà, pour donner la perspective et l'ordre de grandeur. Non mais voilà, dans un groupe qui gère 70 milliards d'euros d'encours, c'est quoi une stratégie IA? Il faut nous rappeler peut-être un peu l'importance des données aussi dans ce métier, peut-être, parce que qui dit données dit besoin de raffiner, de comprendre ces données et de les traiter, Patrick. Oui, tout à fait. Nous, on est, alors bon, comme tu le sais, on a une méthodologie, on va dire, de gestion des données ISR. Donc, on est très axé ISR. On a notre propre moteur de scoring qu'on exploite et on exporte sur des plateformes digitales. Et donc, on a construit effectivement tout un entrepôt de données ISR. On sait effectivement bien les traiter. C'est des données qui sont compliquées on va dire, à manipuler de par leur exhaustivité, leur hétérogénéité, etc. Et donc, ça nécessite pas mal de technologies. C'est quoi le volume de données? Il y a une mesure qui permet de se rendre compte du volume de données qui passe par ces outils-là. Pour traiter ISR, alors, nous, on a la chance d'avoir une plateforme Big Data qui gère toute notre ISR. Donc, elle a été primée plusieurs fois. On a reçu hier encore le prix de l'MTechD sur l'innovation. Félicitations aux ESG. équipes. Merci beaucoup. Je suis pas peu fier. Ah ouais. Et non, on traite, en gros, c'est 70 000 compagnies sur lesquelles on récupère des données ISR et à peu près 5 000 points de données et 25 sources de données différentes. Et maintenant, on a nos propres, on va dire, on crée nous-mêmes de la donnée aussi avec notre analyse ISR. C'est 5 000 points de données pour 70 000 entreprises avec 25 types de sources. Assez important. On laissera faire le calcul. C'est pas mal. Mais ça fait beaucoup. Comment on bâtit une stratégie A quand on a effectivement ce volume de données à traiter? Autour des enjeux ISR, bien sûr. Exactement. Mais le sujet, c'est le volume de données et la stratégie liée à l'usage de l'intelligence artificielle. Quels sont les axes que vous avez définis, là, Patrick? J'aime bien citer Philippe Sedbon qui a dit récemment les sociétés de gestion seront digitales ou ne seront pas. Ouais. Donc, président de l'AFG, c'est ça, entre autres. Et ça a été repris par le BCG récemment aussi, et plus particulièrement sur l'IA et l'IA générative. Donc ça, on sait que voilà, il y a une stratégie à bâtir, il y a des choses à mettre en place. Alors, je dirais que pour bâtir sa stratégie, nous, on estime, il y a 3 grands sujets qu'il faut aborder. Il y en a d'autres, mais nous, c'est les principaux. Déjà, tu parlais des données. On parle aussi de la sécurité des données, parce que c'est notre patrimoine. Et la sécurité des données, c'est quoi? Déjà, c'est un nouveau canal, l'IA générative, c'est un nouveau canal de fuite de données. On en a déjà beaucoup avec le mail. C'est un risque. Avant tout, vous dites c'est un risque, en fait. C'est vrai qu'il y a plusieurs... Il faut se protéger, quoi. Alors, il y a beaucoup de sociétés qui ont coupé le ChatGPT gratuit pour leurs collaborateurs. Nous aussi, c'est vrai que c'est quelque chose où on ne peut pas laisser des documents importants, classifiés, on va dire sensibles, partir sur une IA générative qui a à apprendre avec. Donc nous, on a défini pour cette partie fuite de données, parce que j'ai un exemple tout bête qu'on m'a reporté, une société cotée qui doit, on va dire, publier ses résultats semi-annuels. Le traducteur il attrape le Covid. Comment on fait pour traduire en moins de 2 jours le rapport annuel? On s'est dit, ChatGPT, c'est pas mal. Et effectivement, c'est pas mal, parce que le rapport annuel n'a jamais été aussi bien traduit. Oui, puis en moins de 2 jours, j'imagine. En moins de 2 jours. Oui. Sauf qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est dit, tiens, est-ce qu'en mettant notre rapport annuel sur ChatGPT, ça ne lui a pas permis d'apprendre des choses? Et là, ils ont regardé et tous les résultats étaient en ligne. D'accord. Comment faire? Là, ils ont appris à faire ce qu'on appelle l'hallucination, c'est-à-dire à envoyer plusieurs versions du rapport annuel avec des données complètement farfelues pour que le moteur ne soit plus capable de donner la bonne réponse. Donc ça, c'est les choses qui arrivent. Et pareil sur les IA plus sécurisées comme une IA copilote de Microsoft, que de nombreuses compagnies ont adopté, qui est le compagnon, on va dire, qui est fourni avec Office, le compagnon IA.
Même là, c'est-à-dire que les documents, tout ce qui est donné, maintenant, l'IA, elle sait tout ce que le collaborateur a accès dans le système d'information. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas sûr de le connaître, tout ça, tous les documents auxquels j'ai accès. Et donc, il y a des cas d'usage, par exemple, des sociétés où les personnes ont regardé, est-ce que je peux accéder au salaire du président ? Est-ce que je peux accéder, par exemple, à des données liées à des mots de passe ? Et l'IA générative va chercher sur tous les documents auxquels le collaborateur a accès, que lui-même ne sait pas. Et trouve des mots de passe sur des serveurs, des choses comme ça. Bon, donc, premier pilier d'une stratégie A, c'est la sécurité. Faut qu'on avance un peu, Patrick, parce exactement. Que sinon, parce qu'il y a tellement de... Oui, je vois bien, mais moi, je vois l'heure. Non, mais pour qu'on ait le temps d'aller au bout de cette stratégie. Après, je dirais que le deuxième, c'est le LLM. Donc, on a beaucoup parlé... donc, modèle de langage large, c'est ça. Les larges langages modèles, qu'on a beaucoup, on va dire, cité l'année dernière. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a fait pas mal de prototypage et on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'IAGEN. C'est plutôt comment finalement on va réussir à connecter plusieurs moteurs finalement un peu à la demande en fonction des cas d'usage. Parce que des fois, il y en a un qui est devant l'autre, il y en a un qui consomme plus de données ou plus de capacité GPU. Et donc, on va plutôt avoir besoin d'une plateforme qui va finalement intermédier entre l'infra, la sécurité, les LLM, le RAG, le corpus documentaire et le sécuriser, ce corpus documentaire qu'on va mettre, on va dire, à disposition du LLM. Donc, c'est des choses qu'on va plutôt travailler, c'est la plateforme IA. La plateforme qui va quelque chose d'assez flexible, qui permet un peu du sur-mesure comme ça, si j'essaye de comprendre, Patrick. C'est des plateformes qui vont connecter finalement tous les composants et qui vont fournir finalement une plateforme qui est facile d'usage, où le ticket d'entrée sera beaucoup plus simple. On n'aura pas besoin de mettre en place un moteur, une base de données vectorielle. Alors ça, c'est pour... vectoriel, c'est pour transformer le texte en chiffres, et c'est plus facile pour un process d'aller comparer des chiffres entre eux pour voir les similitudes. Donc ça, c'est la base un petit peu de ce qu'on va donner en apprentissage et le corpus documentaire qui va servir au LLM. Donc ça, c'est vraiment le deuxième aspect, c'est la plateforme IA, c'est comment je simplifie et j'accélère finalement mes projets. Et le troisième point, c'est l'infra. C'est un peu connecté au deuxième, c'est-à-dire que l'infra, c'est les fameux GPU. Oui, les processeurs. Moi, je connais NVIDIA depuis très longtemps. Oui. Pour ceux qui font du jeu vidéo, par exemple. J'allais dire quand même. C'est vrai que quand j'ai entendu que tout le monde découvrait NVIDIA, je me dis, attends, il y a quand même toute une communauté de gens qui ont vécu avec NVIDIA à travers les jeux. C'était quand même aussi NVIDIA, c'était sur les PC comme Intel, quoi. Je veux dire, bon, bref. On est d'accord. Et donc, mais maintenant, c'est les GPU. Voilà, c'est les GPU. Donc, l'accès aux GPU, tout le monde ne peut pas se payer des GPU. Non. Parce que derrière, plusieurs dizaines de milliers de dollars, c'est ça. Exactement. Il faut les renouveler, etc. Donc, c'est un vrai investissement. Donc, là, maintenant, le modèle, c'est plutôt un modèle locatif. Il faut trouver des GPU. Et là, c'est pareil, ces plateformes-là vont permettre d'accéder on demand, finalement, de ne payer qu'à l'usage. Ouais. Et ça, c'est les 3 points qu'il faut surveiller pour aussi contenir ses coûts. C'est quoi les cas d'usage que vous pouvez déjà développer là concrètement chez LBPM, partant de ce socle que vous avez décrit, Patrick ? J'allais dire, pour définir ce socle-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un prototype sur les appels d'offres, sur la réponse à appels d'offres. Et ça, c'est finalement un sujet qui est hyper intéressant, parce que on en a tout le temps, ça prend des heures, les gens finissent à minuit. Oui, c'est un peu rébarbatif, j'imagine, oui. Et donc là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va finalement emmagasiner tous nos appels d'offres passés dans notre base de données, les vectoriser pour les transformer en chiffres, pour que la machine sache. Et ensuite, dès qu'un nouvel appel d'offres arrive, on récupère les questions, ça c'est facile. Ouais. Dans les présents appels d'offres, on a bien découpé le document pour isoler les réponses et les questions. Ouais. Et là, on n'a plus qu'à finalement comparer les vecteurs entre eux, c'est-à-dire les questions avec les questions. On récupère les questions les plus proches. On les propose à l'utilisateur qui va nous dire tiens, celles-là, effectivement, sont pertinentes pour ce nouvel appel d'offres. Ouais. Et là, je sais que c'est ces réponses-là qu'il faut que je mette dans mon LLM pour qu'il puisse faire la réponse la plus pertinente possible. Ouais. Et ensuite, j'ai plus qu'à appeler mon moteur. Il va me générer une réponse complètement nouvelle. Et on peut le faire en toutes les langues. Et dans toutes les langues, exactement. Donc ça, c'est super. On l'a prototypé. Notre, on va dire, responsable appel d'offres l'utilise. Et donc, ça nous a permis, finalement,
de définir un peu cette architecture technique qu'il faut. Un autre exemple, rapide. Alors un autre exemple, après, on a par exemple des chatbots qu'on pourrait mettre en place dans l'entreprise. Donc, il suffit de mettre tous les documents de l'entreprise à un endroit, et ensuite le collaborateur, pour des problématiques RH, juridiques, compliance, etc., peut poser toutes les questions qu'il veut, et ça soulage les équipes, on va dire, de tous ces mails qu'ils reçoivent tous les jours, en fait. Est-ce qu'on en a déjà pour son argent ? Quand on pilote des projets comme ça, est-ce que ça reste du test avec des équipes un peu pionnières, avant-gardistes sur ces sujets-là, ou est-ce qu'on est déjà au moment où ça vaut le coup de déployer au maximum et au plus grand nombre ces outils ? On sait... Dans un groupe comme LBPM. Oui, tout à fait. On sait qu'il y a un ROI, c'est sûr, parce que il est difficile à mesurer, ce ROI. Mais on pressent qu'il y a un retour sur investissement intéressant quand même. On sait D'accord. Donc là, les études, on va dire, parlent... Là, j'ai lu une dernière étude, je ne sais plus si c'est du BCG ou de Deloitte, mais c'est autour de 10-20%, et il y en a d'autres, c'est plutôt 10-45%. Donc ça dépend la vraiment. La dispersion, oui, c'est ça. L'évaluation est assez large. Et je dirais quoi, la clé là-dedans, c'est vraiment... Parce que c'est le collaborateur, c'est pas l'IA qui va travailler, c'est le collaborateur qui va être assisté par une IA. Donc on parle de collaborateurs augmentés quelque part. Ouais. Et moi je fais le parallèle. Il faut qu'il soit d'accord pour ça. Et il faut qu'il soit d'accord. Moi je fais le parallèle avec la robotisation il y a quelques années, la RPA. La RPA, tout de suite on voit que c'est assez intéressant. Mais on voit qu'il y a un problème d'adhésion. Il y a un problème, l'utilisateur, il est un peu sceptique par rapport à ces nouveautés qui empiètent un petit peu sur leur travail, leur manière de travailler. Et donc, c'est vrai qu'il y a une acculturation à prévoir. Je pense que ça, c'est vraiment la clé. Acculturation, détecter un petit peu les champions, les ambassadeurs de demain, donc ceux qui vont venir toquer à la porte avec des cas d'usage. Et là, il faut prévoir un dispositif pour les aider. C'est-à-dire une sorte de support IA. On appelle ça un peu comme le Genius Bar de l'IA. Comme les Apple Store avec les Genius Bar, là c'est un peu pareil. Okay. Le collaborateur va arriver avec ses use cases et va se faire supporter par une équipe qui va lui expliquer ça normalement. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup Patrick, merci d'être venu nous voir pour évoquer cette stratégie. C'est dans le monde de la gestion d'actifs parce qu'on est dans Smart Bourse, mais vous voyez bien que tout ça est applicable et réplicable à différentes industries. Exactement. Patrick Pensier, responsable data, digital, innovation de LBPM, est avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Merci beaucoup.